Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre pour vous informer. À la ligne de ce journal, le corps sans vie d'une femme en attente d'identification au CHU de Brazzaville. Pulchéry est décédée chez une sœur en crise qui a eu juste le temps de connaître son prénom. Retour sur les faits avec Raoula Yondo et Anthony Gonza. Cette femme est décédée chez une sœur en crise qui ne connaît pas toute son identité. Juste son prénom et s'appellerait Pulchéry, la trentaine révolue. Prise par l'émotion, celle chez qui la femme est morte n'a pas pu répondre à nos préoccupations. Son frère raconte ses faits. Nous avons reçu une sœur à 23 h chez nous. C'est une sœur de l'église. Elle est venue passer la nuit chez notre grande sœur parce que l'heure était déjà passée et ne pouvait pas rentrer à cette heure-là à la maison vu l'insécurité. Elle a passé nuit. Notre sœur avait un programme de prière à 3 h. Alors arrivée à 3 h, elle réveille celle qui est venue dormir chez elle. Elle ne se réveillait pas, elle a fait une crise. Jusqu'à ce qu'elle a alerté tout le monde. Et ce matin, on l'a emmenée ici, à l'hôpital. Ben, on nous dit, il y a eu décès. Donc, elle est morte. Le cadavre non identifié a été emmené ici au service des urgences du CHU de Brazzaville. Aucun numéro des membres de sa famille n'a été retrouvé dans le répertoire de son téléphone. Juste ceux des frères et sœurs en Christ qui pour certains reconnaissent avoir prié avec la disparue il y a quelques années. À toute personne qui la reconnaîtrait, il est demandé de téléphoner au 06 904 05 80. En santé, une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus a été lancée ce jeudi dans les hôpitaux de Makelekele, Talangayi et au CHU de Brazzaville par la ministre de la Santé et de la Population, Jacqueline Lydia Mikolo. Campagne qui s'inscrit dans le cadre des activités dites d'Octobre Rose, mois consacré à la sensibilisation et la prévention de ces maladies. Jumela Bongo, Anthony Gonza. Cette campagne de dépistage lancée par la ministre de la Santé et de la Population vise à encourager les femmes à se faire dépister afin de prévenir et de traiter à temps les cancers du sein et du col de l'utérus. Nous sommes descendus aujourd'hui à l'hôpital de base de Makelekele, au CHU de Brazzaville et à l'hôpital de base de Talangayi, où des campagnes de dépistage du col de l'utérus, du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein vont avoir lieu pendant quelques jours au mois d'octobre. Alors, c'est surtout d'encourager les femmes à venir se faire dépister, passer le message que ça ne va pas s'arrêter au dépistage, mais que le gouvernement a pris des dispositions pour disposer également des médicaments, mais surtout en amont, faire le travail le plus important qui est celui de la sensibilisation et du dépistage. Toute personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Le cancérologue Herman Nzinga demande aux Brazzavillois de venir nombreux se faire dépister et une prise en charge sera assurée pour toute personne détectée. D'abord, il y a ce que nous avons dit, il y a un entretien pré-colposcopie. Donc les femmes qui viennent, nous les entretenons, nous les préparons. Après cet entretien pré-colposcopie, nous passons à la colposcopie. Et si jamais nous avons découvert, on va dire, une maladie, et il y a une prise en charge qui est mise en place. Nous demandons à la patiente de se faire accompagner d'un membre de la famille de la personne la plus proche. Et comme ça, même si la malade elle-même ne revenait pas pour la prise en charge, la communauté peut la ramener à la prise en charge. Il a par ailleurs indiqué que toute personne désireuse de se faire dépister doit être accompagnée d'un membre de sa famille pour éviter la fuite du patient en cas de découverte de la maladie. Notons que le dépistage des personnes débutera le lundi 15 octobre à Brazzaville dans les hôpitaux de Makelekele, Talangayi et CHU. Toujours en santé, les jeunes et la santé mentale dans un monde en évolution, c'est sur ce thème qu'a été célébré ce 10 octobre la Journée mondiale de la santé mentale. Les choix de ce thème, les causes, le traitement et la prévention des troubles psychiatriques dans ce commentaire de Jumela Bongo et Anthony Gonza.
Selon Émile Godefroy Ngakeni, médecin psychiatre rencontré au CHU de Brazzaville, le départ du toit familial, l'entrée dans la vie active et même l'évolution des nouvelles technologies seraient les causes, entre autres, des stress pouvant entraîner les troubles mentaux chez les jeunes. Certains individus sont prédisposés, ils sont fragilisés de par leur parcours de vie et du milieu dans lequel ils viennent et qui rencontrent certains événements de vie traumatisants qui vont donc déclencher les maladies. Et parmi lesquels, on a parlé des nouvelles technologies, vous savez que de plus en plus les gens qui font des addictions à l'Internet, ils ne peuvent plus s'en passer de l'Internet. Ils se réveillent, ils se connectent. À midi, ils se connectent. C'est un ensemble de facteurs qui fait que la maladie mentale puisse se déclencher. Pour lui, l'encadrement des parents serait nécessaire pour prévenir les troubles de la santé mentale auprès des jeunes. À cela s'ajoute un environnement sain. De 18 ans, parce qu'on se dit, à chaque âge, on a une autre perception de l'information qu'on a et donc il faut protéger ces êtres fragiles. Un environnement sain, un environnement apaisant qu'il faut donc procurer à ces gens-là. La prise en charge de maladies mentales ou de la santé mentale, elle va des médicaments, elle va de la psychothérapie qui est un traitement par la parole, par l'écoute, parce que certains ont besoin d'écoute. Il va aussi de l'encadrement de l'accompagnement social. Parlant de la prise en charge des malades mentaux errant dans les rues de Brazzaville, le psychiatre pointe du doigt la responsabilité des parents. La célébration de la Journée mondiale de la santé mentale le 10 octobre de chaque année est l'occasion non seulement de sensibiliser le public sur ce fléau, mais aussi de lutter contre la stigmatisation. Notons que c'est en 1992 que l'humanité a célébré cette journée pour la première fois. Bâtissons les nations de référence, c'est le thème de la conférence internationale des femmes élites qui s'est ouverte mercredi au Palais des Congrès de Brazzaville. Une conférence qui vise à mettre en lumière la question sur l'apport de l'élite chrétienne féminine dans le développement des nations. Un reportage de Jules Moutali et Anthony Gonza. Telle est l'ambiance qui a prévalu ce mercredi au Palais des Congrès de Brazzaville à l'occasion de la première édition de la Conférence internationale des femmes élites. Pour l'apôtre Patricia Yoka, initiateur de cette conférence, les défis actuels de développement imposent un nouveau type de gouvernance qui ne peut être possible sans un leadership féminin de qualité. La recrudescence des phénomènes socio-culturels et la crise des valeurs imposent un nouveau type de gouvernance qui ne peut être possible sans un leadership féminin de qualité. Ouvrant les travaux de cette première édition de la Conférence internationale des femmes élites, la ministre de la Promotion de la Femme a demandé aux femmes d'œuvrer davantage efficacement pour le développement des nations. Des ateliers, des plénières sont au rendez-vous de cette conférence qui regroupe les représentants de 4 pays, à savoir le Congo, le Gabon, le Nigeria et la RDC. Cette première édition baissera ses rideaux le 13 octobre prochain. Ouverture ce 11 octobre en Arménie du 17e sommet de la francophonie en présence de plus d'une vingtaine de chefs d'État, dont le Congolais Denis Sassou Nguesso. L'ambiance peu avant le lancement des travaux avec Brice Ondaye. Complexe sportif et de concert de Révan, c'est ici le cadre choisi pour le déroulement des travaux du 17e sommet de la francophonie. Les différents drapeaux qui flottent à l'entrée de cet imposant bâtiment traduisent bien la participation effective de tous les États membres à cette rencontre placée sous le thème « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité pour l'espace francophone ». Il est 9h à Erevan. Les délégués, les représentants des organisations internationales, des ONG et de la société civile arrivent sur les lieux les uns après les autres et se dirigent vers la grande salle de conférence. Les journalistes, les caméramans et autres techniciens qui ne veulent rien rater de la cérémonie, quant à eux, s'activent à assurer une couverture sans faille de l'événement. Alors que du côté des chefs d'État, l'heure est à la prise de la photo de famille. Après l'accueil des délégations officielles, place aux travaux.
Retour au Congo, le nouveau président de la Fédération congolaise de football, Jean-Guy Blaise Mayolas, a pris les rênes de cette fédération. La cérémonie de passation a eu lieu ce mercredi au salon VIP du stade président Alphonse Massamba Deba. Les temps forts avec Fidel Stalgar Djamba. Après 8 ans passés à la tête de la Fédération congolaise de football, Jean-Michel Mbono a cédé son fauteuil au nouveau président élu le 3 dernier à Madingu. Le président sortant a œuvré pour que le stade Denis Sassou Nguesso de Dolisie ait une pelouse synthétique dont de la FIFA. Sans oublier la coupe des vainqueurs de coupe remportée par la formation de AC Léopard. Et on épingle également le siège en construction de la fédération. Un passage qui ne sera pas oublié de sitôt. Je crois que mon successeur, qui connaît le rouage parce qu'il est de la maison, et comme je disais que nous sommes dans la continuité, ce ne sera que la continuité. Je vous souhaite bon vent et on est ensemble, comme j'avais dit à Madingu. Le nouveau président élu, qui a travaillé pendant ces années avec son prédécesseur, était son premier vice-président qui savait écouter et mettre en application toutes les mesures pour le bon fonctionnement de la structure. En tout cas, il était au four et au moulin. Avec cette nouvelle veste, l'homme entend œuvrer pour le bon fonctionnement de la Fédération congolaise de football, qu'elle soit compétitive et soit également visible pour le bonheur des fervents du foot. Il entend apporter une nouvelle touche pour marquer son passage. Être président exige disponibilité, loyauté, probité et humilité. Humilité de succéder à mon aîné, M. Jean-Michel Mbono. Il est de notre devoir aujourd'hui de redonner au football congolais des moments de gloire et d'empoignade historiques entre nos clubs. Nous en avons la possibilité puisque nos joueurs ont des potentiels athlétiques et techniques exceptionnels. Nous avons les moyens de relance de notre football, puisque les clubs, les hautes autorités de notre pays ont la volonté politique et nos partenaires techniques et financiers sont engagés à nous accompagner. Le directeur général des sports, Merlin Lepébé, qui a présidé cette passation, n'a pas tari d'éloge à l'ancienne équipe. Il a demandé que les actes posés puissent redonner confiance à tous. Il s'agit simplement d'identifier les faiblesses et de les corriger pour s'inscrire dans les forces qui vont devoir permettre à ce que notre football soit développé. Pour lier l'utile à l'agréable, un pot a été offert. Restons au stade président Alphonse Massamba Deba pour parler de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Le Congo a battu ce jeudi le Libéria par 3-1. Voici la lecture de Fidel Stalgar Djamba. Ce Congo-Libéria était un match à haut risque et pour cause. Le Congo, avant-dernier du groupe G, avec un seul point, tout comme son adversaire. La défaite était donc à éviter dans la mesure où le Zimbabwe est en tête du groupe avec 4 points grâce à son meilleur goal average devant la RDC. Les Congolais étaient les premiers à ouvrir la marque à la 14e minute par Merveille Ndoki. Un centre qui a laissé pantois le portier Boisson de Souza du Libéria. Ce but a été très salué par le public qui, sans doute, se rappelle de la dernière victoire des Congolais, c'était à Kintélé devant la Guinée équatoriale. Nous étions en 2016, voici donc 2 ans, jour pour jour. L'entraîneur Valdo Candido a fait l'analyse suivante. J'ai gagné, quand j'ai dit j'ai, le Congo a gagné, que tout va bien. Non. C'est pas que tout va bien. Parce que là, les joueurs, surtout qui jouent à l'étranger, arrivent à une journée, 2 journées avant le match et c'est très compliqué. Donc, nous avons gagné, oui. On sommes heureux, oui. Mais quand même, il ne faut pas laisser d'observer que mes joueurs étaient vraiment trop fatigués. Donc, manque les entraînements
manque les entraînements physiques, tactiques, techniques, mais on fait avec. Les joueurs ont montré des signes de fatigue. À cela, il faut ajouter la maladresse dans la finition. Si les attaquants étaient réalistes, le Libéria aurait encaissé au moins 5 buts. Aussitôt la reprise, le Libéria est revenu à 1 but partout, but de Sam Johnson. Le public et les joueurs congolais sont restés interrogatifs car souvent la calebasse se casse au seuil de la porte. Heureusement, cette fois, cela n'a pas été le cas car sur une balle en demi-corner, Ibarra Vini double la mise à la 61e minute et signe le 2e but. Puis, à la 88e minute, le capitaine Presse Onyangé marque le 3e qui donne confiance à tout le public qui a effectué le déplacement et les autorités également. Voici l'analyse de l'entraîneur libérien Thomas Kodjo. Nous avons fait un bon match. Vous avez remarqué que nous avons été très forts au niveau de la défense. Et l'équipe adverse avait une bonne attaque. C'est le match. Match retour le 16 octobre de ce mois à Monrovia. Dans ce groupe, la RDC reçoit samedi à Kinshasa le Zimbabwe. Voilà qui est fait et on souhaite bonne chance au Diable Rouge pour le match retour au Libéria la semaine prochaine. C'est aussi la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.